S'installer dans un nouveau pays, c'est comme tout recommencer à zéro. Tu fais table rase du passé et repars sur une page blanche. Mais que faire si ce chapitre qui suit n'a rien à voir avec celui que tu imaginais? S'installer au Japon, c'est recommencer une nouvelle routine de vie. Si tu fais ce choix, c'est que tu te dis que ce sera plus simple, plus léger, plus aligné avec ce que tu recherches dans la vie. Tu t'imagines certainement déjà les bonnes habitudes que tu vas prendre, les rencontres incroyables que tu vas faire, cette version de toi-même que tu deviendras. Mais comme pour tout dans la vie, la réalité finit toujours par nous rattraper et on réalise que le scénario de notre film est sensiblement différent du script que l'on s'était fait dans notre tête. Avant de venir au Japon en échange universitaire en 2013, je m'étais déjà imaginé à quoi allait ressembler mon semestre dans un établissement japonais, bercé par l'imaginaire que le soft power japonais avait tissé dans mon esprit. Était-ce moins bien que ce Japon que j'avais fantasmé? Pas forcément, c'était juste différent. Il y a toujours eu deux questions auxquelles j'ai toujours eu un peu de mal à répondre. La première, c'est « tu comptes rester au Japon combien de temps ?» Et la deuxième, c'est quand on me demande si partir vivre au Japon est le bon choix. C'est compliqué de trouver une réponse universelle puisque chacun a sa situation. Après 10 ans ici, j'ai vu des gens entamer ce nouveau chapitre de vie avec entrain, avant de repartir quelques années plus tard, un peu perdus et parfois déçus. Alors pourquoi ce contraste entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit? Et surtout, comment éviter que ce nouveau quotidien ne devienne une source de désillusion? Attention, je tiens à préciser que je n'ai aucune prétention, tout ce que j'ai à dire est basé sur mon expérience personnelle, de ce que j'ai pu observer autour de moi et des leçons tirées à mes dépens. J'ai envie de compléter le discours que j'ai pu avoir dans une précédente vidéo, la réalité des étrangers au Japon. Je veux aller un peu plus loin et discuter plus en profondeur des éléments qu'on a trop tendance à sous-estimer et qui vont façonner votre expérience, en bien ou en mal. Avant de continuer, j'aimerais parler du partenaire de cette vidéo, Santexpat, et d'un truc très concret, parce que partir à l'étranger, ce n'est pas juste l'excitation du départ. C'est aussi tout ce qui tombe dessus lorsqu'il y a un imprévu. Et l'un des plus gros pièges quand tu voyages à l'étranger, c'est de sous-estimer la santé. Imagine, tu es touriste dans la pampa japonaise et sans parler la langue. Tu te réveilles avec une fièvre ou une intoxication alimentaire. Tu veux juste voir un médecin, mais tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas expliquer ce que tu as. Et tu ne sais même pas si ça va te coûter 50 € ou 500 €. Pareil, si tu voyages en famille et qu'un de tes enfants tombe malade, t'as tout sauf envie de tenter au hasard de trouver une solution dans un système que tu ne connais pas. T'as envie de pouvoir parler à quelqu'un, d'être orienté et de trouver une solution simple. C'est là qu'intervient Santexpat.fr, un comparateur d'assurance. Leur spécialité, c'est la santé des Français à l'étranger. Ils comparent plus de 300 offres auprès de plus de 30 assureurs. Et ils te proposent une couverture adaptée à ton profil, que tu sois touriste, en PVT, expatrié, le tout selon ta situation familiale. Et si j'ai accepté cette collab, c'est parce que ce n'est pas juste une assurance papier. Ils ont des services qui peuvent vraiment te dépanner, comme des téléconsultations 24h/24, avec la possibilité d'obtenir une e-ordonnance internationale valable dans le pays où tu es, avec des conseillers disponibles pour t'aider à t'orienter. L'idée, c'est de garder le même niveau de confort qu'en France, même à l'étranger. Voilà, voyager ou partir à l'étranger, l'esprit tranquille, c'est quand même mieux, surtout même pour tes proches, ça les rassure de savoir que tu es à l'autre bout du monde avec une vraie roue de secours. Donc si tu es intéressé, je te mets un lien dans la description pour pouvoir faire une petite simulation gratuitement et voir ce qui te correspond le mieux. Nous, en attendant, les amis, revenons à nos moutons. Je veux commencer par revenir sur une chose essentielle, les raisons qui nous poussent à partir. Parce qu'en fonction de la raison, ton expérience peut être magnifique ou décevante. Et souvent, on ne part pas juste vers le Japon, on part loin de quelque chose. Pour beaucoup d'entre nous, le Japon, c'est rarement un pays neutre. C'est un imaginaire construit depuis l'enfance au travers des mangas, des animés, des jeux vidéo, de sa musique, sa mode, sa nourriture. Et c'est un soft power extrêmement puissant parce qu'il ne nous a pas juste vendu une culture, il nous vend un tas de sensations comme l'ordre, le respect, le calme, la propreté, la sûreté et j'en passe. À une époque où les sociétés occidentales sont marquées par les tensions sociales et l'insécurité ressentie, il y a des gens qui n'en peuvent plus de l'ambiance de leur pays. Et forcément, le Japon qui apparaît comme l'opposé symbolique attire. Quand tu as grandi avec cette culture nippone, tu as l'impression que le pays t'est familier. Sauf que dans les faits, le Japon, ce n'est pas un animé, ce n'est pas une vie découpée en moments iconiques avec la floraison des sakuras, puis les matsuri, puis ensuite les hanabi. Non, le Japon, il se vit à travers le quotidien du travail, de l'administratif, des contraintes de logement, etc. Et c'est justement cette nuance que j'essaye de vous apporter sur la chaîne. Il y a aussi d'autres personnes qui viennent au Japon parce qu'ils veulent tout recommencer. Ils ne se sentent pas à leur place, comme si leur personnalité, leur centre d'intérêt et leur rapport au monde ne collaient pas au pays dans lequel ils sont nés. Leur perception du Japon, c'est un endroit où ils se sentiront enfin compris. Oui, changer d'environnement peut te transformer, mais tu n'échapperas pas à toi-même. Si en France tu avais un problème de solitude, d'anxiété, de confiance, de procrastination, de relations ou autre, le Japon ne le supprime pas. C'est comme si tu conduisais dans une voiture qui ne t'est pas confortable, siège mal réglé, rétro pas ajusté, et que tu n'arrêtes pas d'avoir des accrochages avec d'autres voitures, et que tu mets le blâme sur cette route et les autres conducteurs. Ce n'est pas parce que tu décides de changer de route que la conduite devient agréable. Si tu te mets bien dans ta voiture, tu pourras conduire n'importe où.
Et si tu n'es pas à l'aise dedans, tu auras des problèmes de conduite partout où tu iras. Bon, mon exemple est un peu tiré par les cheveux, mais j'espère que vous voyez où je veux en venir. Donc pour toutes les personnes qui veulent venir au Japon pour ces raisons, sachez que le Japon ne répare rien. Il finira par vous confronter à tous les problèmes que vous pensiez fuir et enfouir. Parce que si tu viens avec une attente implicite comme être plus heureux ou être plus aimé, tu risques de demander au Japon quelque chose qu'aucun pays ne peut te garantir. Et c'est là que naît la désillusion. C'est pour ça que la raison qui pousse à immigrer est importante. C'est elle qui va déterminer si vous aurez les épaules pour encaisser la phase de désenchantement, puisqu'elle arrivera forcément au moment où la routine et la réalité de la vie au Japon vous rattraperont. Beaucoup de gens adorent voyager au Japon, mais ils détesteraient y vivre. Ça n'a rien à voir. Tout est nouveau quand t'es un touriste. Chaque détail devient une expérience. Même les choses banales comme prendre le train, acheter à manger, entendre une langue différente, tout ça te donne l'impression de vivre quelque chose d'exceptionnel. Ce qui est le plus difficile au Japon, ce ne sont pas tes premiers pas. L'arrivée, elle est souvent euphorique. Et même quand tu commences à y vivre, souvent tu surfes sur la même vague que le touriste. Mais le vrai moment critique arrive un chouïa plus tard, quand tu n'es plus vraiment un touriste, que tu as réussi à t'installer, mais que tu n'arrives pas à te projeter. Tu as un visa, un travail, un logement, tout fonctionne, mais rien ne progresse vraiment. Tu parles un peu japonais, mais pas suffisamment pour t'exprimer pleinement. Personnellement, pendant longtemps, je n'étais même pas sûr si je devais commencer à décorer mon appartement ou non. T'es là à te demander si ça vaut le coup d'acheter des beaux meubles. J'ai vu des amis qui restaient bloqués dans des emplois qu'ils n'avaient jamais imaginé garder aussi longtemps. J'en ai vu d'autres repoussant sans cesse le moment d'améliorer leur japonais, de changer de situation et de prendre des décisions importantes. Pas par paresse, mais par fatigue mentale, parce que quand tu as trouvé un emploi qui te permet d'obtenir un visa, même si ce n'est pas l'emploi de tes rêves, eh bien, tu n'as pas envie de tout recommencer tout de suite. Ce moment que j'appelle l'entre-deux, c'est une phase où beaucoup n'ont plus ni l'énergie, ni l'excitation du début, ni la stabilité qui permet de se projeter sereinement. Faut-il s'essayer à autre chose, même si c'est prendre le risque de se tromper et de perdre son visa? Rester dans ce statu quo en se disant « je vais attendre encore un peu ?» Et c'est souvent à ce moment-là que débute la désillusion. Non pas que le Japon soit soudainement devenu un mauvais pays, mais plus parce que la vie que l'on mène est différente de celle que l'on imaginait. Et c'est d'ailleurs souvent à ce moment-là que beaucoup d'étrangers vont quitter le Japon. À ce stade, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être finir par penser qu'au final, ils n'aiment pas le Japon tant que ça, ou qui vont se dire « j'aime le Japon pour y voyager, mais pas trop pour y vivre ». Je pense que ce qui sépare ceux qui s'épanouissent de ceux qui finissent amers, ce n'est pas leur degré d'amour pour le Japon, non. Je pense que c'est leur capacité à construire quelque chose, même quand le pays cesse de les faire rêver. De ce que j'ai pu observer à travers mes années ici, c'est que ceux qui vivent bien le Japon sur le long terme, ce ne sont pas forcément ceux qui maîtrisent le plus de kanji, ou qui ont réussi à trouver un emploi dans une boîte japonaise. J'ai vu des Français juger d'autres compatriotes en fonction du nombre d'amis japonais qu'ils avaient dans leur cercle social, en fonction du fait qu'ils aient réussi à intégrer une boîte 100% nippone, en fonction du fait qu'ils aient un niveau de japonais totalement irréprochable et qu'ils soient capables de switcher sur un registre très soutenu et cela sans faire de faute. Est-ce que tout cela va-t-il réellement conditionner le bonheur de quelqu'un? Si ton besoin primaire est l'accomplissement personnel, effectivement, cela peut faire sens. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est un stéréotype du succès qu'ils vont essayer d'atteindre sans que cela les rende vraiment heureux. J'ai l'impression que ceux qui ont du mal à s'épanouir au Japon, c'est parce qu'ils ont fait du moyen une fin en soi. Est-ce que trouver du travail dans une boîte japonaise, être considéré comme un natif avec les mêmes conditions de travail, dans un système hiérarchique très vertical, payer un salaire miséreux à base d'heures sup à rallonge, pas toujours rémunéré, et participer à tous les nomikai chaque semaine, est-il synonyme d'immigration réussie? Pour certains, cette situation est le symbole d'un Français qui a réussi au Japon. Pour être totalement honnête avec vous, pour moi cela ressemble davantage à un cauchemar. Le travail, pour moi, ce n'est pas une fin, c'est juste le moyen qui va me permettre de gagner de l'argent afin de construire ce dont je rêve. J'apprécie le Japon, mais je ne le fantasme pas. Je trouve les Japonais fascinants, mais je ne cherche pas à en devenir un. J'aime la culture japonaise, mais je ne renie pas la mienne. Et si je suis heureux aujourd'hui, c'est parce que j'arrive à faire coexister ma bulle culturelle dans cet écosystème japonais. Je réussis à bénéficier des avantages de la vie au Japon, toutes les raisons qui plaisent tant aux touristes, tout en limitant ses inconvénients. Pour moi, le côté humain, il est essentiel dans mon expérience au Japon, et il aurait été hors de question, inconcevable de rester dans un pays sans essayer d'en maîtriser la langue. J'aime le voyage, j'aime discuter avec les locaux, écouter leurs histoires, m'imprégner de leur expérience et de leur vision du monde. Donc oui, j'ai travaillé mon japonais dès les premières années. Est-ce que mon japonais est parfait? Non, loin de là, et sûrement il y a des Français qui vivent au Japon depuis moins longtemps que moi et qui le parlent certainement mieux. Mais le japonais, ça n'a jamais été une fin en soi pour moi. Je n'ai jamais eu d'objectif d'ego en mode domo, je suis japonais. Non, pour moi, le japonais, ça a toujours été un outil. Et cet outil, il change tout. Il me donne de l'autonomie, il m'ouvre des conversations et il me permet de vivre au Japon comme je l'entends. Et c'est ça qui contribue à mon épanouissement. Maintenant, est-ce que parler japonais rend heureux en soi? Non. Tu peux parler parfaitement japonais et te sentir seul, paumé, ou vivre une vie qui ne te ressemble pas. La langue ne te donne pas le bonheur, elle te donne l'accès.
Elle augmente ta liberté sociale et ta capacité à construire une vie ici. Et inversement, sans cet effort, tu peux être fonctionnel au Japon, mais tu risques de vivre bridé. Tu galères chez le médecin, tu ne comprends pas ton courrier, tu ne saisis pas les sous-entendus, tu ne peux pas participer naturellement à une conversation japonaise. Donc oui, le japonais c'est une clé. Pas parce que c'est ce qui te rend heureux, mais parce que c'est ce qui te permet d'aller vers ce qui te rend heureux. Je vous disais que j'avais remarqué autour de moi, avec les années, que ceux qui vivaient le mieux le Japon sur le long terme, ce sont ceux qui arrivaient avec une direction. Ils avaient une passion, un projet, une compétence, et le Japon est devenu un levier. Parce que quand tu as un projet, tu n'attends pas que le pays te rende heureux. Tu l'utilises pour construire une vie qui te ressemble. Et ça change tout dans les moments où le Japon arrête de te faire rêver. Quand la routine prend le dessus, quand tu traverses l'entre-deux, quand tu doutes, ce projet, qu'il soit familial, entrepreneurial, artisanal ou autre, il te donne une raison de rester discipliné, une raison de progresser, et c'est souvent par ce biais que tu vas te créer un vrai cercle social. Et attention, je ne dis pas que si tu n'as pas de passion, tu vas échouer. Je dis juste que sans direction, le Japon peut devenir un piège, alors qu'avec une direction, il devient un moyen. Sans objectif clair, le Japon peut facilement devenir une parenthèse qui s'étire indéfiniment. Tu te vois où dans 10 ans ? Ça, c'est la question à laquelle j'ai eu du mal à répondre pendant longtemps. Je ne savais même pas où je me voyais dans 2 ans sur mes premières années. Mais à défaut de savoir ce que je voulais dans cette vie, je savais ce que je ne voulais pas. Et parfois, ça suffit pour avancer. Pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite. Tout cela va s'affiner avec le temps, tant que tu prends le temps de polir tes compétences, de te créer un vrai cercle social, de développer tes passions, tu vas forcément finir par y voir plus clair. Finalement, très souvent, la raison pour laquelle on vient n'est pas celle pour laquelle on reste. Une fois que les dernières paillettes de ce Japon fantasmé disparaissent, tu vois le Japon tel qu'il est réellement. Un pays qui, comme tous les autres, a ses défauts. Une météo capricieuse, la rigidité de ses process, la lourdeur administrative, ses problèmes sociétaux, et c'est normal. Il y a des étrangers qui vont faire le choix de quitter le navire à ce moment-là, pendant que d'autres vont s'adapter et vont avoir une vision plus réaliste. Vivre au Japon, ça m'a aussi permis d'apprécier davantage la France, puisqu'en fait, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as d'avoir des choses tant que tu ne les perds pas. Plus les années passent et plus je prends du plaisir chaque année à rentrer en France. Mais après, je sais aussi que c'est parce que quand je rentre en France, je ne suis qu'un simple touriste. Je ne reste pas suffisamment longtemps pour voir tous les côtés négatifs. Aujourd'hui, je profite de ces deux pays avec lucidité et sans idéaliser ni l'un ni l'autre. Et c'est peut-être ça la vraie conclusion. Au bout d'un moment, ce qui fait la différence, ce n'est plus l'endroit, c'est la vie que tu arrives à y construire. Parce qu'un pays, ce n'est pas un destin, c'est un environnement. Il va te proposer certaines choses, t'en refuser d'autres, t'en faciliter quelques-unes, t'en compliquer d'autres, mais il ne te donnera pas, par magie, un sens, une identité ou une direction. Le Japon peut devenir un endroit où tu t'épanouis si tu viens avec une idée en tête, comme il peut devenir un piège si tu attends qu'il compense ce qui te manque. Donc si je devais résumer, ne viens pas chercher au Japon la version parfaite de ta vie. Viens chercher un endroit où tu peux faire exister ta version de la vie avec ce pays-là, ses qualités et ses défauts. Au fond, le sujet, ce n'est pas est-ce que le Japon est fait pour toi, c'est est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour que cette vie te ressemble. Et si tu arrives à faire ça, le Japon, ce n'est plus le pays de tes rêves, mais celui où tu construis ton projet. Et je vous assure que c'est à partir de ce moment-là que l'expérience, elle devient belle, et ça, peu importe le pays.